Ils peuvent réussir pour l'année 2015, comme ça peut prendre un peu de retard, voire même échouer. Évidemment, je le souhaite de tout cœur. Mais pour vous montrer comme ces choses se mettent en place, cela concerne tous les domaines. Et tout récemment, vous avez eu un événement qui s'est mis, enfin que la Commission européenne a lancé en décembre 2008. Vous avez, dans le cadre de l'Europe, un programme qui est le programme Erasmus, pour permettre aux étudiants d'aller étudier à l'étranger. Ce programme en lui-même est très bien, parce que le fait d'étudier à l'étranger, c'est se frotter à notre culture, à notre peuple, le principe en lui-même est très bon. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est pour faire en sorte que ces étudiants ont un esprit européiste, qui perdent leur tradition. Vous savez, la pire des choses, c'est pas de faire le mal, c'est de partir d'un bon principe et de le dévier en cours de route. C'est plus pervers. Eh bien, ce qui se fait au niveau européen vient d'être lancé par l'Union européenne et les États-Unis, la création d'un diplôme transatlantique, un Erasmus, si je puis dire, transatlantique, mais qui ne va pas s'appeler Erasmus, qui s'appelle désormais Atlantis. Et donc là aussi, ça rentre dans cette volonté de souder ce bloc euro-atlantique. Tout y passe, que ce soit le politique, l'économie, comme en mars 2008, vous avez eu le lancement de l'Open Sky, un ciel aérien transatlantique. Tous les morceaux du puzzle sont concernés. Et cette politique de création de blocs euro-atlantiques, et c'est là aussi que les personnes doivent bien comprendre, c'est que dès 1950, ça a été annoncé par un homme qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui était moitié autrichien par son père et japonais par sa mère. Là aussi, ça montre aussi une volonté très planétaire des choses, de par ses origines. Et dans son discours de 1950, où il dit, il avait d'ailleurs reçu le premier prix Charlemagne, ah oui, je le dis toujours à chaque conférence, ça peut paraître du radotage, mais une bonne couche, ça fait toujours du bien. Le prix Charlemagne, il y a un site internet, karlspreis.de, le prix Charlemagne est donné aux personnes ayant œuvré à la construction européenne. Alors, pour vous montrer l'Europe contrepoids comme c'est la foutaise, l'ont reçu ce prix le premier en 1950, Richard Coudenhove-Kalergi, l'ont reçu François Mitterrand, Helmut Kohl, c'est normal, l'ont reçu Jean Monnet, tout ça, lui il a un CV en béton, il s'est obligé, Giscard l'a reçu, mais là où vous commencez à sursauter, c'est que le général Marshall, le fameux plan Marshall américain, George Marshall l'a reçu dans les années 50, mais là on pousse encore, c'est en 1987 Henry Kissinger, et en 2000, le président Bill Clinton. Allez me trouver l'Europe contrepoids dans cette affaire, celui-là. Bon. Et dans son discours de 1950, l'ami Coudenhove dit qu'il faut créer une union atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Donc déjà c'est annoncé. Et il précise même une Europe unifiée de mémoire de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie. Donc on voit tout ça, c'est préparé. En théorie, tout est prêt. Maintenant, il faut passer à la pratique. Mais vous savez, faire passer des ronds dans des carrés, c'est pas toujours évident. Donc il y a des tensions, donc, il y a des crises, il y a des guerres, et il y a des gens qui meurent. Et ça, c'est pas grave, voyons. Alors, ces grands blocs ne se sont pas mis en place en un jour. Et il a bien fallu qu'il y ait des instances qui viennent dynamiter comme ça les États-nations, finalement, en présentant les instances régionalistes et européennes sous un jour positif, comme instrument, finalement, de destruction comme ça de la puissance nationale. Alors on pourrait parler par exemple de la CGLU, dont la Noé est membre, très intéressant d'ailleurs. On pourrait parler de la RFE, de l'UFCE. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces instruments finalement? Eh bien, ce sont les outils au service de l'Union européenne, ou bien je pense à la CGLU, Cité gouvernement locaux, un système au service de la planète, si je puis dire. Ce sont des outils qui ont un but. Par exemple, vous avez cité l'ARF. L'ARF, c'est un institut européen, l'Association des régions frontalières européennes, qui a été créé en 1971, mais qui n'a d'européen que le nom. Tous les fondateurs sont allemands, enfin un qui est suisse-allemand. Et c'est donc un institut germanique, et l'objectif de cet institut, c'est de favoriser la coopération transfrontalière en Europe. Le principe est évidemment bon, ça va de soi, pour lutter contre la pollution, pour permettre aux travailleurs frontaliers de traverser plus facilement avec moins de problèmes administratifs, c'est très bien, mais évidemment c'est toujours le même principe, partir d'un fait ou d'un principe juste et de le dévier en cours de route. En fait, l'ARF a pour objectif de transformer les frontières nationales en frontières administratives. La frontière nationale est le symbole même de la souveraineté d'un État, qui fait que à telle frontière, l'État exerce ses pouvoirs, sa justice, les fameux principes régaliens. À partir du moment où vous enlevez la frontière, qui devient floue,
eh bien, l'autorité, la souveraineté de l'État fond comme neige au soleil. Et l'objectif donc, et c'est très logique dans leur système, c'est de transformer les frontières nationales en frontières administratives, et ensuite, parallèlement à ça, de donner la primauté politique, économique, administrative, etc. aux régions, et de favoriser des regroupements de régions en fonction de critères économiques ou ethniques, ou les deux à la fois. Et compte tenu que les frontières ont perdu leur importance, on peut, façon Rubik's Cube, procéder à des torsions sur le corps européen pour remodeler à la guise des intérêts politiques, économiques. C'est ce qui fait qu'on voit apparaître, par exemple, des euro-régions, qui sont des réunions de régions, de part et d'autre, de frontières devenues obsolètes. C'est par exemple, vous avez l'euro-région Pyrénées-Méditerranée, qui s'extrait, qui a été créée en 2004, qui s'extrait de l'autorité politique française et espagnole pour, j'allais dire, vivre sa vie, si je puis dire. Et depuis fin 2007, l'argent étant le nerf de la guerre, cette euro-région traite directement avec Bruxelles pour la gestion de tout ce qui est argent. Ce n'est plus la France, ce n'est plus l'Espagne. Donc les interlocuteurs de cette euro-région ne sont plus les dirigeants français et espagnols, mais les dirigeants bruxellois avec les lobbies qui vont avec. Donc, disparition des frontières, promotion des régions, et c'est ça aussi, le principe de la région est une bonne chose, et je préfère toujours le mot province, parce que c'est toujours le mot tradition, on est issu d'une province, qui est la Bretagne par exemple, qui a son caractère bien à elle, celte, et bien ma foi il faut préserver. Mais là aussi c'est là où le bas blesse, c'est que l'objectif c'est de standardiser toutes ces régions pour qu'elles consomment pareil. C'est pourquoi, voyez-vous, il faut voir dans les oligarchies et les grandes multinationales, ils se foutent éperdument des États. L'essentiel, c'est de pouvoir concasser pour faire en sorte qu'il y ait une telle uniformisation des esprits qu'on ait les mêmes consommateurs. Et donc, on va pouvoir se faire du fric encore plus. Voilà, c'est une cupidité poussée à l'écœurement. Et vous avez aussi, parmi tous ces instituts qui jouent un rôle, vous l'avez cité aussi, l'UFCE, l'Union fédéraliste et communautés étatiques européennes, qui existait déjà durant l'entre-deux-guerres, sous un autre nom, et qui s'est arrêté en 1938 et qui a été relancé en 1949. Et les Allemands, enfin quand je dis les Allemands, le gouvernement politique, le gouvernement allemand, parce que je ne parle pas du peuple allemand qui est autant victime du mondialisme que les Français, les Américains ou les Anglais, et le gouvernement allemand a peu à peu repris sous sa coupe cet institut au point de le financer. Et d'ailleurs, c'est un haut fonctionnaire du ministère intérieur allemand qui est l'agent de liaison entre l'UFCE et le gouvernement allemand. Et c'est un institut qui a pour objectif de promouvoir les groupes ethniques. Et entre autres, dans mon livre Minorité et régionalisme, j'ai donné tous les noms, parce que c'était le rapport officiel de l'UFCE en 1999, tous les noms des mouvements autonomistes, ça fait 8 ou 9 pages, soutenus par l'Allemagne, avec le nom de la personne, son adresse personnelle. Il avait commis l'erreur, enfin ces personnes, ces Français, avaient commis l'erreur de mettre leur adresse personnelle dans un document officiel. Ils se sont mordus les doigts. Le nom et l'adresse du haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand qui encadre tout ça, plus sa photo. Donc pour vous dire que, et je n'ai jamais été attaqué parce que la couverture du rapport, j'ai laissé exprès l'adresse, le numéro de téléphone et le fax. Donc pour vous dire comme c'est archi officiel. Ils n'ont pas les en face. Parce que voyez-vous, c'est ça qui est terrible, ce sont des gens qui sont très forts pour vous parler de la liberté, la tolérance. Très bien, et vous les prenez à leur propre jeu en disant bah, écoutez, moi ma liberté c'est de raconter ce que vous faites. Alors là, ah non, là non, vous exagérez, non, la liberté c'est dans un sens, mais dans l'autre, ta question. Bah, il faut les enquiquiner. Et justement, cette politique régionaliste, vous l'expliquez dans votre deuxième ouvrage, avec la fameuse carte du Parlement européen de 1997 et avec le laboratoire yougoslave. Oui, alors ça c'est une carte de l'Europe ethnique. Avec d'ailleurs le logo Parlement européen dans toutes les langues, carte de 1997 qui concerne essentiellement les États d'Amérique, d'Europe occidentale. Et quand même, une chose intéressante qui vous montre le côté travaillé de cette carte, c'est que cette carte datant de 1997, il y a déjà le Kosovo et le Monténégro indépendants. Donc déjà, et puis la Flandre aussi pour l'Europe de l'Ouest est indépendante. Donc déjà on voit ces choses-là sont préparées, et puis un jour ou l'autre, comme un fruit mûr, pouf, le fruit tombe. Et justement, à propos de cette politique régionaliste, on apprend dans votre troisième ouvrage qu'elle est également prévue pour le Moyen-Orient, avec la fameuse carte du Moyen-Orient de Ralph Peters. Pouvez-vous nous expliquer cela? Alors, à l'origine, vous avez un islamologue britannique, naturalisé américain, qui s'appelle Bernard Lewis, qui est toujours vivant, qui est très âgé et qui a travaillé, qui continue à travailler au service des néoconservateurs.